Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. C'était un petit faux départ. On est ravis de vous retrouver pour une heure de Punchline en compagnie de Julien Drey. Bonsoir Julien. Bonsoir. Fondateur du mouvement Réinventé, et de Gilles William Goldnadel, avocat. Bonsoir à vous. Madame Ferrari. Cher maître, beaucoup d'actualités politiques évidemment. Vous souhaitez l'aborder. On va peut-être commencer par l'affaire Damien Abad, puisqu'il faut bien l'appeler désormais ainsi. Premier des conseils des ministres ce matin pour le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Très critiqué, vous le savez, après la révélation de plaintes le visant pour agression sexuelle et pour viol. On va y revenir dans un instant et en détail, mais d'abord les explications de Viviane Hervé. Le premier conseil des ministres d'un nouveau gouvernement est traditionnellement un moment fort de la vie politique. Mais pour son baptême du feu, Elisabeth Borne a dû faire face à la polémique autour de Damien Abad. Son nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées fait face à 2 accusations de viol. Et à la sortie du conseil des ministres, il est interpellé par des journalistes. Est-ce que vous contestez formellement les accusations, monsieur Abad ? À peine audible, ce « bien sûr » fait suite à un communiqué publié ce week-end par Damien Abad. Je conteste avoir exercé quelque forme de contrainte, que ce soit sur aucune femme. Ces accusations relatent des actes ou des gestes qui me sont tout simplement impossibles en raison de mon handicap. Selon les témoignages recueillis par Mediapart, l'une des 2 femmes pense avoir été droguée après avoir pris une coupe de champagne avec Damien Abad lors d'une soirée en 2010. L'autre plaignante, la seule à avoir porté plainte en 2017, a vu cette plainte classée sans suite, faute d'infraction suffisamment caractérisée. À l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a réaffirmé que le gouvernement se tenait aux côtés de celles qui ont le courage de parler suite à une agression sexuelle, ajoutant que c'est à la justice de trancher. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Elisabeth Borne a promis de tirer toutes les conséquences en cas de nouveaux éléments. Voilà pour ces explications. Damien Abad s'est confié à nos confrères du Figaro. Il dit « Vivre ce que je vis est très difficile et franchement tout cela est vraiment bas. Pour moi, ma compagne et ma famille, c'est tellement injuste. » Il dit voilà que ça arrive évidemment au moment où sa carrière politique prend un nouveau tournant. Julien Drey, comment est-ce que vous jugez cette affaire ? Oui, bah oui. L'avocat va prendre la parole ensuite. Bien sûr. mais vous, est-ce qu'il peut rester au gouvernement, Damien Abad ? Tout simplement. Si vous voulez, ce qui m'étonne dans cette affaire, moi, comme tout le monde, je ne connais rien à l'histoire. J'entends des versions totalement contradictoires. Lui-même joue d'ailleurs de son handicap pour dire que je suis incapable de le faire. Bon, et ça peut être crédible quand on le voit. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc et je suis toujours prudent dans ce genre de situation, parce qu'effectivement, il faut prendre en considération la parole des victimes, la parole des femmes, dans le monde dans lequel on est. Mais ce qui est étonnant, si vous voulez, et c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vraisemblablement, sa famille politique était très au courant de cela. Il y avait beaucoup d'informations. En tous les cas, c'est ce qu'ils disent tous les uns et les autres. Donc je vois pas comment, alors que sa famille politique était au courant, c'est pas remonté jusqu'au gouvernement. Et il y a autour du président de la République un certain nombre de gens qui ont des contacts directs avec les Républicains ou qui en viennent. Donc cette histoire me paraît pour le moins étrange. Maître Goldnadel, est-ce qu'il faut évidemment, et comme toujours, faire jouer la présomption d'innocence ? Moi, je crois que la position du gouvernement est bonne. Alors, bien sûr, ce que dit Julien Drey, ce sont des hypothèses. Il est possible que les Républicains étaient au courant avant, mais même s'ils avaient été au courant qu'une plainte avait été classée, ça ne change pas grand-chose à cette pénible affaire. Et les gouvernements aussi auraient pu être au courant. J'imagine quand même que s'ils avaient été au courant, ils n'auraient pas pris cette décision-là. Mais on est dans les hypothèses. Moi, vous savez, j'ai un principe intangible que j'ai d'ailleurs appliqué personnellement lorsque j'ai réagi à l'affaire Tabouaf, en ce qui concerne les incriminations sexuelles, et que j'applique également en ce qui concerne M. Damien Abad. Alors, c'est peut-être l'avocat aussi qui parle, c'est l'homme, c'est tout ce que vous voulez, c'est le respect de la présomption d'innocence. Je pense d'ailleurs, de manière générale, je ne l'ai pas posé 1000 fois, mais vainement, je pense que dans ces affaires-là, dans ces affaires sexuelles, on ne devrait pas évoquer le nom des gens avant la mise en examen. À partir de la mise en examen, ça veut dire qu'il y a des présomptions, et dans ce cas-là, le droit à l'information l'emporte, si j'ose dire, sur la réputation
de la personne en question qui est toujours présumée innocente. Mais avant la mise en examen, c'est au-delà de la présomption d'innocence. Alors après, il y a les... Ça veut dire qu'une victime qui parlerait, on ne pourrait pas relayer son témoignage. D'abord, le mot victime... Une femme, alors. Oui. Sauf que moi, pardon de le dire... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais moi, pardon de le dire, c'est tellement à contre-courant de ce que j'entends du matin jusqu'au soir. La parole d'une femme n'est pas plus sacrée que la parole d'un homme. Il y a des femmes qui disent la vérité et il y a des femmes qui mentent. Ça arrive, hein. Il y a des femmes mythomanes, il y a des femmes comme les hommes. Oh là là, et comment il y a des femmes qui veulent de l'argent, il y a des femmes qui veulent se venger. Il y a dans l'humanité, vous savez, féminine ou masculine, il y a toute la palette. Donc, à partir du moment, par rapport au gouvernement, le gouvernement, je pense, ne peut pas faire autrement. C'est pas très décoratif, j'en conviens, hein. C'est pas terrible, ça commence mal, mais devant dans cette conjecture-là, je crois que le gouvernement ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait. Julien Drey, sur ce qu'a dit Maître Gonadel. Bon, on est dans un moment particulier dans notre histoire, c'est-à-dire qu'il y a une libération de la parole, un ensemble de mouvements qui sont aujourd'hui partie prenante du débat politique, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un journal qui pose problème, si vous me permettez, c'est Mediapart, parce que j'arrive pas bien à savoir le rôle qu'il joue désormais. Alors bon, c'est pas toujours évident. Et la question qui est posée par Gilles William, elle n'est pas totalement fausse, ceci dit. C'est l'idée que tant qu'il n'y a pas une mise en examen, on ne jette pas en pâture le nom de quelqu'un. C'est au regard de ce qui peut se passer. Alors après, il faut effectivement quand même que les victimes, elles puissent parler. Et il ne faut pas que ça devienne la loi du silence qui revienne. Mais il faut faire attention, parce qu'on est dans un moment, effectivement, où il suffit de jeter un témoignage vos accusations à partir du moment où la justice est en capacité de le prouver. Alors le problème, c'est qu'on est en plus dans des affaires très compliquées, parce que c'est des affaires qui reviennent des années après. Là, on parle de plaintes de 2010 et 2011. Voilà, qui reviennent après, des années après, sans qu'on ait forcément des témoignages qui soient très précis. Voilà, donc je pense que le gouvernement, dans cette affaire-là, je suis d'accord avec Julien, mais d'après moi, très ennuyé, et je comprends que la Première ministre soit pas contente. Elle dit qu'elle n'était pas au courant, hein. C'est ça qui m'étonne, voilà. Regarde, alors ce qui m'étonne, c'est est-ce qu'il y a un règlement de compte dans sa famille politique? Alors, vous pensez que ça peut venir des LR, c'est ça? C'est la question qu'on peut se poser. Il a été mal vu, parce que c'est vrai qu'il a quand même joué un drôle de jeu en disant je reste à la tête, mais attendez, vous allez voir, il n'était pas très élégant. Il attendait que le gouvernement soit formé, quoi. Voilà, il attendait d'avoir la certitude d'être ministre. Donc c'est vrai que c'était pas très élégant à l'égard de sa famille politique. Donc on peut penser qu'un certain nombre de ceux qui l'avaient accompagné jusqu'au bout, dans cette histoire, règlent un compte avec lui, quoi. Non, mais il faut reconnaître que, au regard de l'ancienneté des faits, le moment où, quelques heures avant son entrée au gouvernement, Mediapart révèle ça, est un peu, ça doit être un hasard cosmique. Ceci peut peser. Moi, pardon, j'ai une sympathie assez bornée pour Monsieur Tahabouaf. Je n'ai pas non plus une immense affection pour M. Damien Abad et la manière dont il a quitté les Républicains pour obtenir un Marocain. Ceci posé, la présomption d'innocence l'emporte sur mes sympathies ou mes antipathies. Voilà, c'est ainsi. Alors, la question qui va être posée, parce que c'est la réalité de la vie politique, c'est qu'il est désormais, je dirais, face à ces accusations-là, et qui va pas s'en débarrasser dans les heures qui viennent. Et donc pour tout le gouvernement, à la veille d'une campagne électorale, c'est pas la meilleure situation. Donc il y a une prudence qui aurait peut-être dû s'exercer ou qui va peut-être s'exercer d'ailleurs dans les semaines à venir. Alors on sait que le président de la République déteste, comme il le dit lui-même, céder aux meutes et que, y compris dans le dernier gouvernement, visiblement il a confirmé quelques personnalités parce qu'il ne voulait pas. Mais là, on va voir. Allez, on va faire une petite pause. On entendra peut-être Damien Abad dans quelques instants, qui a décidé de s'exprimer ce soir pour justement démentir les accusations qui pèsent contre lui. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline. Tout de suite, on va écouter Damien Abad qui s'exprime depuis la mairie de Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain. À mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties.
Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'ai été contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre, et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain. Je vous remercie. Monsieur Abad, vous allez démissionner. Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Merci beaucoup. Voilà pour les quelques mots de Damien Abad. Un homme innocent doit-il démissionner? Question qu'il a posée. Et il a évoqué la blessure profonde que lui causait cette affaire, Maître Goldnadel. Écoutez, je peux vous redire qu'il est présumé innocent et que dans cette logique, et qui est la sienne, si on le suit, effectivement, je ne vois pas pourquoi un homme innocent démissionnerait. Ce serait même une manière d'avouer une improbable culpabilité pour lui. Donc, c'est au nom de tous ces principes que j'approuve la ligne gouvernementale. C'est tout. Maintenant, tout est possible. Julien Drey, sur la défense de Damien Abad, qui dit je ne voulais pas mettre mon handicap en avant, mais les faits qu'on me reproche sont matériellement impossibles. C'est toute la difficulté de cette histoire, si vous me permettez. Moi, je ne voulais pas évoquer, parce que ça, je vais le lire en le handicap de Damien Abad. Mal à l'aise d'évoquer ça, mais ça nous vient à l'esprit. Bon, en même temps, tout est possible. Il y a des victimes qui disent qu'elles ont été droguées. La justice doit travailler, je ne sais pas comment elle va faire, mais bon, il faut qu'elle travaille. Oui, mais il n'y a pas de support, parce que non, il n'y a pas de support pour les deux plaintes ont été classées sans suite, comme nous le disait tout à l'heure Mario Bazac, et l'autre jeune femme n'a pas déposé plainte. Non, le problème, c'est qu'on est toujours dans la même alternative. Vous avez une prise en considération qui doit exister, la parole des victimes, d'un temps nouveau où ces paroles-là sont prises en considération, sont écoutées. Elles ne peuvent pas non plus être prises pour... elles ne peuvent pas être une garantie absolue de vérité. C'est pour ça qu'on a inventé la justice. Et donc, il faut aussi faire attention, parce qu'on a eu aussi des histoires réelles où on a vu des accusations qui ne tenaient pas debout. Ça ne veut pas dire que ça jette l'opprobre sur la parole des victimes. Franchement, je vais être honnête avec vous, je confesse que c'est une histoire où je pense qu'on est les uns et les autres très ennuyés. Et ce serait malhonnête de ne pas le dire. Maître Goldnadel, le fait que le tribunal médiatique se déchaîne avant la justice, ça aussi, ça vous est insupportable? Je le vis comme une horreur. Je vis franchement, je vis ça très mal au niveau des principes, au niveau de ces... Vous pouvez bien comprendre que dans une affaire, il y a une personne qui a porté plainte, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de ses plaintes, qui ne s'est pas constituée partie civile. Il y en a une autre qui n'a pas du tout porté plainte. Donc, comment voulez-vous que je considère que la cause soit entendue et que la personne doit démissionner ? Seulement, le tribunal médiatique peut, si vous voulez faire du mal à quelqu'un, dans cette optique-là, si vous voulez descendre quelqu'un, c'est pas la peine de saisir quelque chose. Là, dans l'état actuel des choses, c'est même pas la peine de se donner le mal de saisir la justice. Le tribunal médiatique suffit à condamner à l'opprobre. Donc c'est difficile. Non, pardon, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système idéal. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un système idéal. Parce que des femmes violées, des femmes agressées, des femmes harcelées, ça n'est pas non plus une vue de l'esprit. Ça existe, mais dans ce système imparfait, eh bien, je préfère l'imperfection de la présomption d'innocence avant tous les cas, et de pouvoir en parler que quand la mise en examen est décidée. Un tout dernier mot de Sandrine Rousseau qui dit « Il doit être démis de ses fonctions. Il faut envoyer un message aux femmes que leur parole compte. » Julien Drey. Non, le problème, c'est justement l'erreur que commettent un certain nombre de responsables politiques. Je pense que dans ce genre de situation, il ne faut pas passer sur les faits,
mais elle prend acte de ses paroles, mais elle a déjà condamné avant même qu'il y ait une enquête. Et c'est un problème. Je veux dire, ça ne jette pas l'opprobre sur la parole des femmes, loin de là. Mais il faut faire attention, quoi. Je veux dire, je pense que quand on est un responsable politique, confronté à ce genre de situation, il faut avoir de la prudence. La prudence ne veut pas dire, encore une fois, la complicité du silence, la volonté d'un monde qui s'autoprotège. Bon, il faut faire attention, quoi. Maître Goldnadel. La posture de Madame Rousseau me trouble, enfin si j'ose dire, pour autant que je puisse être troublé par elle, mais doublement. D'abord, elle se conduit comme une tricoteuse pendant la Révolution. Voilà. On foule au pied. On lui donnait un bon rôle. On foule au pied la présomption d'innocence, d'abord. Mais encore si elle n'était que cela. Si elle n'était qu'un bloc de granit qui considère qu'il faut croire par avance la parole de toutes les femmes, à supposer même. Mais s'agissant de l'affaire Tahabouaf, par magie, elle a été d'une plus grande modération. Au moment où je vous parle, je ne sache pas que, par exemple, l'article 40 ait été déclaré par les insoumises, justement, féministes distinguées, pour justement écouter jusqu'au bout les paroles des femmes. Je ne sache pas qu'elle se soit déchaînée contre Tahabouaf. Ça tombe bien, il est présumé innocent, Tahabouaf. Mais vous vous rendez compte, les deux poids, deux mesures? C'est-à-dire que non seulement elles sont impitoyables, mais elles sont impitoyables à géométrie variable. C'est le pire de tout pour moi. Julien Drey. Je dirais, j'avais une plus belle vision des tricoteuses de la Révolution française. Je suis d'accord qu'on peut discuter, mais j'ai lui donné déjà un rôle important. Écoutez, les tricoteuses qui expliquaient que Marie-Antoinette avait pris des libertés sur son fils, c'était pas terrible non. Oui, c'est vrai. Et justement, Marie-Antoinette, très féministe, dit « et j'en appelle à toutes les femmes ». Et ça a d'ailleurs calmé, y compris les tricoteuses. Alors on va revenir, va pas revenir là-dessus, parce que dans les tricoteuses, dans ce que vous appelez les tricoteuses, il y avait Olympe de Gouges. Au passage, qui n'a pas été rien dans le combat pour la cause des femmes, même si après elle a été guillotinée. Je pense que vous avez raison. C'est vrai elle peut pas. Elle peut pas prendre une position comme elle le prend là aujourd'hui. Et c'est vrai que dans l'affaire Tahabouaf, alors qu'il y avait visiblement quelque chose, elle a participé, si vous me permettez, d'une conjuration du silence. Parce que c'est quand même ça qui s'est... Voilà, donc il y a d'un côté... Alors pourquoi il y aurait, je dirais, une conjuration du silence pour un jeune des cités et des quartiers, et puis pour une personnalité politique de premier plan? Non, là tout de suite, il y a... Moi je pense qu'on doit avoir une position qui doit être honnête sur toutes les questions. Et donc l'honnêteté consiste à dire, je suis prudent, je prends en considération la parole des victimes, je demande à ce qu'elles soient entendues, je demande à ce qu'on vérifie, avant de porter condamnation. Une scène aussi merveilleuse en matière d'homophobie. En matière d'homophobie, c'est Tahabouaf qui ne veut pas être dans la même pièce qu'un homosexuel. Et comme pour toute explication, les insoumis disent qu'ils ont préféré ne pas entendre. Très bien. Voilà. Bon, on va clore ce chapitre concernant Damien Abad, qui se dit innocent et qui n'envisage pas de démissionner. On a entendu sa déclaration en direct il y a quelques instants sur Europe 1 et sur CNews.